Donc, on va y aller avec la première présentation qui va être faite par Mme Lucie Dumais, qui était chercheuse principale pour la recherche qui a été financée par l'OPHQ sur les coûts supplémentaires spécifiques et les coûts supplémentaires généraux. Je vous remercie de nous accueillir lors de votre Assemblée générale. Alors, la présentation devrait durer une vingtaine de minutes. J'espère que je n'irai pas au-delà de cela. Je vous répète que le laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, le LAREPS, est à l'UQAM, donc pas loin d'ici, et surtout que nous avons un site web du LAREPS où tous nos cahiers de recherche sont disponibles. Donc, si vous voulez regarder le rapport en entier sur les coûts supplémentaires généraux, il est disponible sur le site Internet. Alors, vous tapez LAREPS, L-A-R-E-P-P-S, sur votre furteur et vous aurez le site Internet avec tous nos cahiers du LAREPS. Il y a aussi, pour ceux et celles qui ont moins de temps, une note de recherche de 18 pages en résumé au rapport de 200 pages. Alors, en quelques mots, je rappelle le début de l'initiative de cette recherche. On l'a dit, ça a été financé par l'Office des personnes handicapées, par un appel de proposition de recherche à la fin de 2011. C'était évidemment en lien avec le fait que dans la politique à part entière, on réitérait l'importance d'une compensation équitable pour les personnes handicapées, à la fois en termes de coûts supplémentaires spécifiques et surtout de coûts supplémentaires généraux. Alors, je vais vous distinguer, si vous n'êtes pas au courant, la différence entre les deux dans une minute. Les objectifs de cette recherche-là, tels que nous l'avons proposé à l'Office et qui a été accepté par l'Office après discussion, ça a été de mieux connaître et de documenter les coûts supplémentaires généraux. Alors, on insistait sur les coûts supplémentaires généraux à travers le Québec en fonction de plusieurs dimensions de variation. Je vous donne par exemple le type de déficience ou d'incapacité et le degré de sévérité, le statut socio-économique des ménages ou des familles de personnes handicapées, la région de résidence et finalement le type, disons le domaine d'activité ou d'habitude de vie qu'on a utilisé, qui nous a été légué finalement par l'équipe de recherche qui était à l'origine du processus de production du handicap. Alors, je répète, les habitudes de vie qui sont inscrites là-dedans, ça concerne par exemple l'éducation, le travail, le loisir, 3 habitudes de vie, mais aussi tout ce qui concerne l'habitation, les déplacements, la vie communautaire et la participation à la vie sociale, la nutrition, la condition corporelle et les soins personnels ou de santé. Alors, ça fait quand même un bon ensemble d'habitudes de vie. Donc, vous comprendrez que c'est un large spectre qu'on regardait, qu'on étudiait dans cette recherche-là. Large spectre parce qu'il y a plusieurs situations de handicap répertoriées. On a étudié dans 3 régions différentes les coûts supplémentaires et on est allé poser des questions en fonction de la situation des personnes handicapées adultes, mais aussi des familles d'enfants handicapés. Alors, c'est assez vaste comme recherche. Il y a eu, dès le départ, le LAREPS, étant habitué à faire de la recherche en partenariat, a insisté pour avoir un comité consultatif où la COFAN était représentée. Et je vois aussi qu'il y avait une représentante de l'AQIS, là, il me semble que j'ai vu Madame Daver entrer. Et il y avait donc il y avait des fournisseurs de services et 2 chercheurs là, qui sont ici avec nous cet après-midi, Madame Rose et Monsieur Boucher. Alors, on pensait que cette forme de comité consultatif saurait justement générer des suites à ce rapport-là. Puis aujourd'hui, on est heureux, merci encore, de nous accueillir dans votre Assemblée générale à la COFAN. Bon, alors, je l'ai dit, cette recherche-là concernait les coûts supplémentaires généraux, mais
Et on a identifié aussi une foule de coûts supplémentaires spécifiques. Alors, c'est quoi un coût supplémentaire spécifique? C'est les coûts ou les dépenses additionnelles que les personnes ou les familles font pour pallier la limite des programmes existants. Donc, il y a à peu près 200 programmes et mesures au Québec, mais ça se peut que sur plusieurs de ces programmes et mesures, les personnes doivent dépenser un supplément d'argent pour avoir des services de qualité ou pour avoir, par exemple, et le voici l'exemple, pour compléter une subvention pour adapter son domicile. Alors, il y a le PAD, le programme d'adaptation de domicile, mais ça ne suffit pas forcément pour faire les adaptations nécessaires. Alors ça, c'est un coût supplémentaire spécifique. Qu'est-ce qu'un coût supplémentaire général? Alors, le coût supplémentaire général, c'est une dépense qui est non reconnue par un programme ou une mesure actuelle, mais qui aussi est difficile à comptabiliser parce qu'elle est très diffuse. Alors, si je donne un exemple, vous allez le comprendre. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des limitations de mobilité motrice et qui doivent payer plus cher pour habiter un rez-de-chaussée ou pour avoir un bail ou un loyer proche des services. Ça, il n'y a pas un programme qui couvre cette dépense-là. Mais on rencontre quand même pas mal de personnes handicapées qui nous disent avoir eu à faire cette dépense supplémentaire, donc payer plus cher un loyer. Ça, c'est la différence entre coûts supplémentaires et coûts généraux. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au courant, puisque, comme je l'ai mentionné, ça fait quand même partie des discours, des politiques et des orientations, notamment de l'Office des personnes handicapées dans sa politique de 2009, en part entière. Alors, je vais donc maintenant vous parler l'ensemble des résultats que nous avons établis. Je vous dis que c'est un résumé, il y a un rapport de 200 pages, mais on vous a présenté ça rapidement. Alors, ce que nous avons appris dans cette recherche, c'est qu'en fait, il y a énormément de coûts supplémentaires qui soient spécifiques ou généraux, OK? Même si au Québec, on a un système très étendu de compensation des coûts du handicap. Alors, 200 programmes et mesures à peu près, mais malgré ça, beaucoup de coûts supplémentaires spécifiques et aussi beaucoup de coûts supplémentaires généraux dont je vais donner des exemples tout à l'heure. Alors, les coûts supplémentaires sont rapportés de façon générale beaucoup plus souvent au logement, à la santé et au transport et déplacement qu'à d'autres habitudes de vie que j'ai mentionnées tout à l'heure. Par exemple, il y a moins de gens dans notre enquête qui ont dit avoir des coûts supplémentaires concernant leur emploi ou concernant l'éducation ou les loisirs. Ils ont surtout lié leurs coûts supplémentaires au logement, à la santé et au transport. Vous vous doutez que selon le type d'incapacité que la personne présentait, il y avait des variations tout de même. Par exemple, les personnes ayant des incapacités de type sensoriel rapportaient beaucoup plus de coûts supplémentaires concernant toute forme d'accompagnement, dans les transports, dans les loisirs, etc. Par contraste, les gens qui présentaient des incapacités motrices nommaient beaucoup plus souvent des coûts supplémentaires liés à l'aide à domicile dans toutes sortes de domaines. Alors, l'aide à domicile pour se nourrir, pour des soins personnels, par exemple. Alors donc, on a appris qu'il y a beaucoup de coûts supplémentaires de tout type qui sont souvent liés à 3 types d'habitudes de vie, mais ça varie quand même selon le type d'incapacité. Deuxième type de résultat qu'on a eu, ça peut paraître étrange, mais peut-être que c'est lié à notre méthodologie. On n'a pas identifié de différence selon la région. Il ne semblait pas avoir de coûts supplémentaires plus élevés parce qu'on est éloigné ou pas de la région urbaine, par exemple. Bon, on pourra en discuter, mais ça, c'est un résultat. Ce qu'on a appris, par ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous rapportent des pertes importantes d'opportunités à long terme. Par exemple, ils sont obligés d'arrêter des études ou ils sont obligés de dire non à certains types d'emplois sur le long terme qui constituent, selon eux ou elles,
des pertes d'opportunités qui considèrent peut-être être des coûts supplémentaires. Troisième chose, une multitude de programmes pour bon nombre pour bon nombre de personnes handicapées, c'est un travail à plein temps. Alors, il y a tellement de mesures que c'est un labyrinthe, c'est très difficile de s'y retrouver. Et il y a des gens qui ne sont pas au courant des mesures existantes. Alors, ils engagent des coûts, alors qu'il y aurait peut-être des programmes existants. Un autre élément qui est important qu'on tire de cette recherche, et je l'ai souligné déjà, c'est qu'il y a un manque d'intensité des programmes d'aide financière ou des services offerts dans la gamme de programmes qu'on a au Québec. Donc, un manque d'intensité qui occasionne des coûts supplémentaires spécifiques. Alors, je continue, là, j'en ai 3-4 de même. Encore. Bon, je vous l'ai dit, on a appris quand même que tout ce qui concerne les déplacements et le transport au Québec, ça semble constituer des coûts supplémentaires importants. Et le transport adapté semblait constituer dans notre échantillon de répondants d'enquête comme étant au cœur des préoccupations de bon nombre d'entre eux. On a appris aussi, ça aussi c'est quelque chose d'étonnant sur lequel on pourra revenir, c'est que plus on est pauvre, moins on a de coûts supplémentaires. C'est un petit peu bizarre. On aurait plutôt tendance à dire plus on est pauvre, plus on a de coûts supplémentaires. Mais non, pourquoi? C'est parce que les gens qui sont pauvres ne s'engagent pas dans des activités ou dans des dépenses a priori, ce qui font qu'ils n'ont pas de coûts supplémentaires parce qu'ils n'engagent pas de dépenses a priori. Hein? Donc, c'est assez intéressant sur le plan des pratiques des personnes elles-mêmes, mais aussi de la façon dont il faut compenser les coûts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de demander aux gens qu'est-ce que vous dépensez en plus pour savoir ce que le monde a besoin. Il faut peut-être aller au-delà de ce qu'elle nous rapporte, parce que les gens les plus pauvres ne rapportent pas beaucoup de coûts supplémentaires. C'est les gens les plus nantis ou un peu plus riches qui rapportent plus de coûts supplémentaires. Alors, il faut être conscient de ce résultat un peu contre-intuitif ou un peu étrange. Mais nous ne sommes pas, c'est pas seulement dans notre recherche qu'on a vu ce genre de résultats-là. Je vous donne quand même un exemple intéressant qui illustre bien ce résultat-là. Il y avait plusieurs personnes qui présentaient des problèmes de santé mentale dans notre enquête et qui avaient très peu de réseau social. Ils se sentaient très isolés. Mais ce sont les personnes qui présentaient le moins, qui rapportaient le moins de coûts supplémentaires. Alors, on s'est posé la question, justement, est-ce que le fait que les gens sont isolés, sont un peu repliés, ne fait pas en sorte que quand on leur pose des questions sur les coûts, bien, finalement, ils n'ont pas de coûts supplémentaires parce qu'ils se sont repliés sans soutien donc ils ont tendance à rester un peu enfermés. Hein? C'est une question qu'on pourrait peut-être éventuellement approfondir dans le futur. Je continue sur la même lancée. On a identifié dans notre enquête que plus les individus ou les ménages ou les familles étaient riches ou nantis, plus elles avaient de coûts supplémentaires, et plus les ménages étaient pauvres, moins elles avaient de coûts supplémentaires, mais surtout, plus elles se privaient. OK? Alors ça, c'est l'espèce de... Ça va ensemble, hein? C'est ça. Je pense qu'il faut le comprendre quand on va essayer d'examiner les résultats d'ensemble et essayer de trouver des solutions. C'est que plus un ménage est riche, plus il a de coûts supplémentaires pour compenser les incapacités ou les situations de handicap. Plus un ménage est pauvre, moins il dépense, mais c'est parce qu'aussi, plus il se prive. Il se prive d'activité, il se prive de sortie, il se prive de dépenser quoi que ce soit dans sa vie. Alors, cette réalité est éclairée un peu par notre enquête, mais c'est intéressant aussi d'insister sur le fait que les ménages de personnes handicapées, même s'ils sont mieux nantis, ont des coûts supplémentaires.
Hein, alors, il faut voir quand même sous plusieurs dimensions la réalité des coûts supplémentaires. Alors, je m'en viens vers des conclusions, là, ne vous en faites pas. Ce que nous avons appris aussi dans cette recherche-là, puis à mon avis, c'est intéressant parce que ça marque l'espèce d'effet des politiques sur les pratiques ou les stratégies des personnes. Alors, il y a certaines personnes qui ne se prévalent pas de services publics parce qu'elles préfèrent les laisser aux plus vulnérables d'entre elles. Par exemple, une de nos répondantes, un nom fictif ici, hein, Marie-Claire, c'est pas son vrai nom. Marie-Claire nous a dit qu'elle préfère ne pas se prévaloir de l'aide ménagère qu'on lui offre, même si elle a une déficience visuelle et motrice, parce qu'elle pense qu'elle a suffisamment d'argent pour s'en payer sur le secteur privé. Donc, elle préfère les laisser aux gens les moins nantis. Alors, ça marque une belle solidarité sociale de la part d'une personne handicapée, mais ça marque peut-être des limites dans notre programmation de services. Bon, je vous rapporte ici quelques exemples de coûts supplémentaires généraux qui ont été rapportés. Encore une fois, c'est des noms fictifs. 3 exemples. Mylène, 40 ans, non-voyante et souffrant d'une maladie chronique. Elle est occupée sur la popote roulante et néglige les réparations de la maison dont elle est propriétaire. Donc, elle n'a pas de coût de réparation parce qu'elle n'engage rien pour réparer. Mais sa maison aurait peut-être besoin de réparation. Autre exemple, les parents d'Oscar, qui a 12 ans et qui est multi-handicapé, la mère d'Oscar a dû abandonner son emploi d'avocat, donc une perte d'opportunité à long terme pour la mère. 3e exemple, Cindy, 29 ans, multi-handicapée, qui est autonome, mais dont les parents payent toujours son loyer et ses frais scolaires, même si elle ne demeure pas avec eux. C'est pas coût supplémentaire général, c'est pas remboursé par qui ont. Est-ce que j'ai du temps encore? J'espère. Bon, OK. Alors, peut-être je n'insisterai pas trop, mais on a fait un résumé de 6 catégories de coûts supplémentaires généraux pour mieux comprendre la réalité. Peut-être que vous ne voyez pas très bien, là. Est-ce que c'est correct pour ceux qui voient coûts supplémentaires généraux classés selon des caractéristiques? Il y en a 6. Alors, les 3 premières, les voici. Les pertes d'opportunités ou de revenus liés à la consommation. Par exemple, la mère d'une petite fille qui sacrifie 4 heures par semaine de travail pour l'accompagner dans des rendez-vous. Ça, c'est une perte de revenus ou d'opportunités de travail. Deuxième chose qui est très, très courante et, à mon avis, très intéressante, ce sont les dons, les pourboires et les gratifications aux récompenses que les personnes handicapées donnent fréquemment aux voisins, aux parents, aux amis qui les accompagnent. Ils ne sont jamais couverts, mais ça fait partie d'une espèce de don ou de contre-don. Il y a l'accompagnant qui donne du temps et la personne handicapée qui veut gratifier par un cadeau. Bien, c'est un coût supplémentaire qui n'est pas couvert, mais il y a beaucoup de personnes qui donnent des pourboires, des cadeaux, qui invitent pour gratifier ou récompenser les accompagnants. Il y a des incidents qui sont des choses qui arrivent à la marge de programme et qui ne sont pas couverts. Par exemple, Maurice qui perd souvent sa carte de métro. Hein? Alors, il faut la remplacer souvent. 4e catégorie, les besoins particuliers non reconnus par des programmes. L'exemple de Denis qui est polyhandicapé, qui doit payer une couturière parce qu'il veut avoir des vêtements sur mesure. Un 5e élément de dépenses complémentaires, c'est l'exemple de Cindy qui doit payer des médicaments pour mieux dormir, mais qui ne sont pas couverts par l'assurance. Et finalement, une 6e catégorie qu'on a appelée, nous, la facturation par défaut, sans accès à un service courant. François, qui a une surdité, mais qui doit payer un forfait avec des messages vocaux dans son plan de communication. Bon, alors, je m'en viens à la conclusion. Je vous rappelle que dans le rapport complet de 200 pages, il y a des vignettes qui montrent tout... il y a une douzaine d'exemples de vignettes de personnes qui montrent l'ensemble de leur situation et des coûts supplémentaires. Il y a aussi 200
catégories de coûts supplémentaires généraux spécifiques qui sont identifiés dans le rapport. Bon, alors pour terminer, il faut quand même faire une mise au point sur notre rapport. C'est difficile dans la vraie vie de distinguer c'est quoi un coût supplémentaire général d'un coût supplémentaire spécifique. Dans la majorité des cas, on est capable de le faire. Dans d'autres cas, c'est assez compliqué. Donc, difficulté sur ce plan-là. Dans notre recherche, notre échantillonnage, c'est pas statistiquement représentatif de l'ensemble de la population, mais ça identifie quand même une grande variété de situations réelles et dans des régions différentes. Alors, il y a des limites, mais il y a aussi des avantages à cet échantillonnage-là. Et le mandat de la recherche, qui était de travailler sur les coûts supplémentaires généraux, a quand même permis d'identifier beaucoup de coûts supplémentaires spécifiques. Bon, en conclusion, on le dit, il y a des différences entre les personnes handicapées et les personnes pauvres quand on parle de coûts supplémentaires. Il faut bien avoir ça en tête. On s'aperçoit au Québec que les ménages pauvres se privent davantage quand ils sont handicapés. Et que pour les personnes plus pauvres, parmi les personnes handicapées, les coûts supplémentaires sont quand même des freins majeurs pour leur participation sociale et des obstacles relativement plus importants que pour les autres personnes handicapées. Alors, au sein même de la population de personnes handicapées, il faut voir ces distinctions-là selon le statut socio-économique. Mais il faut garder en tête, évidemment, que les personnes handicapées, même quand elles sont un petit peu mieux nanties, qu'elles ont des emplois et des revenus, il faut penser à elles aussi parce que c'est par équité vis-à-vis des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Les ménages de personnes handicapées, même à revenus moyens ou élevés, ont des coûts supplémentaires qu'il faut compenser, qu'il faut reconnaître pour leur permettre vraiment un droit concret et réel à l'autodétermination. Je vais laisser terminer là-dessus. Merci de votre attention. Si on y va bêtement, c'est que plus les gens sont pauvres, moins ils coûtent cher. Plus les gens sont handicapés, plus sévèrement handicapés, moins ils coûtent cher, moins ils ont de besoins. Ils ont un besoin minimum, c'est être lavé, être nourri, être habillé. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la recommandation qui sort de ce document-là? Bien, moins il coûte cher, c'est-à-dire que je dirais il y a quand même beaucoup de programmes qui sont disponibles pour tout le monde sans égard à leurs revenus. Maintenant, quand on parle des coûts supplémentaires, nous autres, on parlait des coûts supplémentaires. Je comprends. Alors, évidemment, parce qu'ils n'engagent pas de dépenses, ça leur coûte moins cher. En fait, ce que je dis, c'est il ne faut pas les oublier, même si ces personnes-là ne déclarent pas de coûts supplémentaires. Parce qu'à l'heure actuelle, même les plus nantis n'ont pas ces dépenses-là couvertes, forcément. OK? C'est qu'à l'heure actuelle, la recherche dit toutes les personnes handicapées ont des coûts supplémentaires. Celles qui ont rapporté des coûts supplémentaires qu'elles doivent débourser sans être compensées, c'est les plus nantis. Puis les plus pauvres, elles n'en déclarent pas, mais il ne faut pas les oublier quand même parce qu'il y a peut-être des besoins là. Oui, c'est justement, ces gens ont des besoins. Voilà. Probablement, ils ne sont pas capables de les combler parce que les coûts seraient trop grands. Tu sais. Quelqu'un qui est quadriplégique ou qui peut bouger à peine les yeux, là, il a sûrement le goût d'avoir des loisirs comme quelqu'un qui est comme, disons, Mme Petitclerc, Chantal Petitclerc, tu sais, qui font passer autant comme une représentante des personnes handicapées, qui est légèrement handicapée, à mon sens, là, et pas qui est quelqu'un qui est extrêmement handicapé. Merci beaucoup. Mais, oui, et je pense que dans la discussion tout à l'heure, on va revenir sûrement sur votre question, monsieur, pour essayer d'approfondir des solutions, d'ailleurs. Simplement, juste une seconde, c'est sûr que quelqu'un qui a 5$ dans les poches a moins d'argent disponible pour dépenser.
notamment pour compenser ses limitations fonctionnelles. Il y en a encore moins à dépenser pour manger. Alors, c'est comme dire, quelqu'un qui n'a pas d'argent, ben, il n'en dépense pas. C'est clair, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin, c'est juste qu'il n'en dépense pas. Est-ce que dans votre recherche, vous avez pu en venir à des conclusions sur le coût pour les individus de ces besoins supplémentaires, généraux ou spécifiques, en fonction de la nature, de l'intensité du handicap et d'autres critères? Est-ce que, par exemple, un paraplégique, un aveugle, ça leur coûte 1500, 2000, 22 000 de plus par année? Est-ce qu'il y a des évaluations là-dessus qu'on pourrait retrouver sur votre site Internet? Pas trop. C'est-à-dire qu'on a demandé chaque fois aux personnes d'évaluer les montants qu'elles avaient dû débourser pour compenser, soit compenser un manque dans un programme ou pour rencontrer leurs besoins. Alors, je dirais que les réponses dans le rapport sont illustratives de certaines situations. Mais la méthode qu'on a utilisée ne permet pas d'arriver à des montants assez précis. Parce que c'était pas le but premier de notre recherche. Le but premier, c'était de dire quelles sont les catégories ou les endroits où vous avez des dépenses. C'était pas évaluons les montants précisément. Et deux, la méthode qu'on a utilisée, elle n'est pas statistiquement représentative. Alors, même si on avait des chiffres, ce qu'on a, ils ne sont pas forcément des bonnes moyennes. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, on a des montants qui illustrent, mais il ne faut pas les prendre de façon représentative à l'heure actuelle. Ce qu'on espère, c'est que les catégories qu'on fournit vont permettre de faire ces calculs-là, possiblement dans le futur. Bonjour, j'aurais peut-être deux questions. Premièrement, j'aimerais savoir dans quelle région vos recherches ont été effectuées. Parce que bien souvent, les coûts aussi de logement, de transport, ça va varier d'une région à l'autre. Et par exemple, un logement à Gatineau est plus cher que le logement à Montréal ou à Drummondville. Ça, c'est peut-être une des recommandations, en tout cas une des questions que j'aurais. Dans un deuxième temps, vous savez qu'on dit que les personnes, ça coûte moins cher. Il y a peut-être plus de programmes. Il y a beaucoup de personnes non plus qui ne demandent pas souvent les programmes. Quel service qu'ils pourraient avoir. Et aussi, des fois, c'est tellement long avant d'obtenir le service, des critères, de papiers à remplir. Alors, il y a des familles aussi qui sont épuisées, puis ils n'osent même plus à déposer. Vont aller chercher peut-être du financement ou des choses qui pourraient compenser par leur coût. Alors, il y a deux situations où les gens s'isolent, ils ne demandent pas, puis ils restent chez eux pour vous dire que ça leur coûte moins cher, ou ils se disent, si on a un petit peu d'argent, on va se le payer nous-mêmes, en espérant que peut-être on va l'avoir sur la compensation du crédit d'impôt si les gens ont un emploi. Mais je pense que ce serait peut-être pas dans une deuxième étape d'aller poser justement au niveau des montants. Je pense que ça peut être calculé sur combien de personnes handicapées peuvent dépenser en coûts supplémentaires. Moi, en tout cas, j'ai déjà fait une partie, puis c'est prouvé. Là. Il y a des montants supplémentaires qui ont été dépensés. Merci. À répondre à la première question, on est allé dans les 3 régions suivantes. On est allé sur la Côte-Nord, dans la région métropolitaine de Montréal et dans l'ensemble de la Montérégie. Alors, la Montérégie, c'est grand. Ça peut être loin. Bonjour, je voulais savoir si votre rapport était accessible aux personnes qui usent une technologie. On est beaucoup de non-voyants, notamment ici. On s'est tout de suite posé la question, est-ce qu'on pouvait consulter votre étude? Alors, M. Lavigne m'a effectivement demandé d'envoyer ça par fichier. C'était quel genre de fichier, Richard? Par Word. Bon, je suppose qu'on pourrait effectivement, plutôt que de le présenter sous forme PDF qui sera pas qui ne pourra pas être transformé, faire quelque chose de mettre dans un format qui puisse être utilisé par vous, par l'ensemble d'entre vous. Et je suis ouverte aux suggestions. Présentement, c'est sûr que la note de recherche est moins longue, donc ça peut être
que c'est encore sous format PDF. Hein? Alors, si vous avez des suggestions, je vais y répondre. Votre logiciel m'indique que votre document a été fait à partir d'un document Microsoft Office Word 2007. Ouais. Donc le fichier mère, votre fichier avant la conversion, en PDF, vous l'avez accessible. Et il y a beaucoup de documents autres intéressants, comme sur l'évolution du mouvement communautaire. En tout cas, je vois qu'il y en a beaucoup. Moi, j'en lis de temps en temps. Ça serait intéressant qu'ils soient tous accessibles, tant qu'à faire, pour limiter certains surcoûts. Quand Richard me demande de lui convertir les nombreux documents PDF qu'il n'arrive pas à lire, par exemple. Donc, coûts supplémentaires. Oui, mais moi, c'est gratos. C'est le saccade. Ben, c'est un peu pour faire suite à ce que disait Monique tantôt. Je vais essayer d'avoir bien compris. Au début, vous avez dit qu'il n'y avait pas de différence entre les régions, principalement. Puis quand je pense, surtout au niveau du transport, je ne peux pas comprendre que sur la Côte-Nord, et sûrement la grande majorité de la Montérégie, 90% du territoire qui n'a pas de transport adapté les fins de semaine puis le soir, que c'est pas ressorti de façon marquée. Est-ce que j'ai bien compris qu'il n'y avait pas vraiment de différence? Depuis le départ, on s'est dit on va essayer de voir s'il y a des différences d'une région à l'autre. Et selon ce qu'on a identifié, nous, c'est qu'il n'y en avait pas d'une région à l'autre. Là, l'explication possible, il y en... Pardon? Les gens n'ont pas répondu, sinon. Non, mais peut-être que justement, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'engagent pas de coût. Donc, ils se privent de se déplacer. Ça peut être ça une explication. Ça peut être l'explication plus optimiste, ça peut être de dire ils ont accès à tous les mêmes programmes et puis ils sont limités. Alors, la réponse, c'est on s'en prive, puis on ne se déplace pas. Ou on fait tous les mêmes voyages parce que ceux-là sont tous compensés de la même manière. Mais effectivement, c'est un des résultats qui est étonnant. Et qu'on peut expliquer quand on regarde les réponses qu'on a, nous, dans cette enquête-là, qui est qualitative. Donc, on a l'ensemble des explications sur pourquoi il s'est dépensé. Mais on peut faire aussi l'hypothèse, l'explication plausible, c'est qu'ils n'engagent pas, ils dépensent parce qu'ils ne se déplacent pas, ils décident de se priver du déplacement. On va passer au point suivant qui est notre panel de discussion. Pour notre panel de discussion, la façon dont on va fonctionner, on a soumis 5 questions à nos panélistes. On va vous les donner et il y a 3 personnes qui vont intervenir. On va avoir Mme Ruth Rose qui est fiscaliste. Économiste, spécialisée en analyse des politiques sociales. Ensuite, on va avoir M. Normand Boucher qui va intervenir pour le Réseau international de production, processus de production du handicap, le RIPPH, et Mme Lucie Dumais pour le LAREPS. Suite à leurs 3 interventions, ils vont avoir chacun entre 10 et 12 minutes pour répondre aux questions qu'on leur pose. Suite à leurs 3 interventions, il va y avoir Richard qui va se donner un 10-12 minutes pour revenir sur, peut-être un peu moins, sur les échanges qui vont avoir eu lieu, puis réagir à ce qu'il va avoir entendu. Les questions qu'on leur a soumises. La première, beaucoup de pistes de solutions à la compensation ont été évoquées. On pense entre autres à l'instauration d'un crédit d'impôt remboursable, au rehaussement des montants de la solidarité sociale, à la mise en place d'un régime de pension. Quelle est la piste de solution ou les pistes de solution à privilégier selon vous et pourquoi? La deuxième, comment penser un système de compensation qui favorise l'équité entre situations de handicap? La troisième, l'étude du LAREPS a souligné le travail à temps plein que représente parfois l'accès au programme pour les personnes ayant des limitations. Quelle amélioration pourrait être apportée pour faciliter l'accès? Devrait-on regrouper certains programmes, par exemple? La quatrième question, la recherche du LAREPS laisse entendre que plus une personne est riche, plus elle engage de coûts supplémentaires. Comment faire pour que le système de compensation ne pénalise pas les personnes plus pauvres? La cinquième, dans la conjoncture politique actuelle, à court terme, quels moyens peuvent aider à maintenir le cap sur la compensation? Je laisse la parole à Mme Rose pour commencer.
lisant le rapport, j'avais deux réactions. La première, ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il y a tellement de problèmes avec les services qui sont supposés être financés et les gens sont obligés, s'ils ont l'argent pour le faire, de les compenser. Et c'est là où je pense que même si ce n'était pas en principe l'objet de l'étude, parce que ce sont les coûts supplémentaires spécifiques, je pense qu'au niveau de l'action politique et vos revendications, il faut quand même mettre beaucoup d'accent là-dessus. Et vous les connaissez mieux que moi, mais je vais faire une liste très rapide. Les transports adaptés, les services à domicile, à la fois l'aide ménagère et les services de soins personnels, les délais pour les diagnostics et l'accès aux services, c'est scandaleux, surtout pour les enfants. Quand un enfant autiste, on ne le diagnostique pas avant 5-6 ans et souvent ça prend 3 ans avant d'accéder. Les meilleurs services de prise en charge. Je ne sais pas comment ces programmes-là sont administrés, mais il me semble qu'il devrait avoir un guichet unique où une travailleuse sociale connaîtrait l'ensemble des programmes et accompagnerait les personnes pour accéder au programme. Il me semble aussi qu'il devrait y avoir beaucoup plus de flexibilité dans l'application des programmes. Par exemple, on dit qu'on va financer telle chaise, fauteuil roulant, mais il faudrait peut-être une autre sorte avec d'autres adaptations. Et la personne, le travailleur social qui est là pour aider à accéder, devrait pouvoir adapter les produits en fonction des besoins spécifiques. Parce qu'il y avait plusieurs exemples dans l'étude qui démontrent que les gens doivent payer de plus parce qu'eux, ils ont besoin de ça, puis l'État finance ça. Ça pourrait être aussi une intégration des programmes pour les rendre plus globales, mais il ne faut pas qu'il y ait des coupes dans cette intégration de programmes. Il y a toujours les programmes d'intégration à l'emploi et à l'éducation, puis il ne faut pas qu'ils coupent avec le programme d'austérité de l'État actuel. Il y a danger qu'ils viennent dans ces programmes-là, alors qu'il faudrait plutôt les élargir puis les compléter. Et finalement, quand on pose la question sur comment assurer une équité entre types d'handicap, en principe, c'est pour ça qu'on crée des programmes spéciaux. Mais les besoins sont tellement divers qu'en quelque sorte, il faut attendre que les gens qui ont une problématique particulière identifient cette problématique et faire le lobby pour créer des programmes spéciaux additionnels s'il en faut. Je ne pense pas que c'est je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être sorti de ce genre de recherche qui est beaucoup plus large. La deuxième réaction que j'ai eue, c'est money, money, money. C'est très clair que le problème, c'est les revenus insuffisants des gens. Les gens qui ont assez de revenus trouvent une façon de dépenser pour pouvoir combler les besoins additionnels qui ne sont pas couverts par les programmes. Et c'est aussi les gens riches qui profitent le plus des crédits d'impôts non remboursables qu'offre l'État, notamment les crédits pour frais médicaux, fédéraux et provinciaux. Alors, si vous avez de l'argent, vous pouvez dépenser et donc l'État va vous rembourser une partie. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas dépenser. Dans vos réactions, on voit que c'est très ça le problème. Mais le problème, ce qui ressort aussi, c'est que, en quelque sorte, plus vous avez d'argent, plus vous êtes capable de faire des activités et combler les besoins que vous ressentez. Et c'est pas sûr que l'État la société sera en mesure de payer toutes ces dépenses-là. Alors la priorité doit être de relever le plancher, c'est-à-dire d'assurer un revenu de base
adéquate, plus une compensation, une allocation quelconque pour les coûts généraux qu'on ne peut pas identifier. Et là, il faudrait, plus c'est élevé, plus on va permettre aux personnes qui ont des limitations comme vous autres de combler vos besoins. Alors, j'ai quelques remarques spécifiques. Aide sociale. Pour une autre présentation que je dois faire cet après-midi, je viens de regarder les chiffres et je le savais, mais ça faisait longtemps que je ne les ai pas mis à jour. Mais pour une personne qui a des contraintes sévères à l'emploi, le montant actuel à l'aide sociale, c'est à peu près 10 500 $ par année. Alors que le seuil de faible revenu, avec la mesure de panier de consommation, qui est la mesure la plus conservatrice, c'est 17 000 $ pour une personne seule. Alors déjà, dans le revenu de base pour les personnes en aide sociale, il manque 7 000 $. Et ça, c'est avant le prime pour les contraintes sévères. Alors, donc, c'est là une priorité, il me semble, pour revendication. La deuxième option, et j'ai déjà proposé ça à la COFAN, puis je ne sais pas si on vous a envie de voir, c'est ce que j'appelle l'IVAD. C'est l'indemnisation des victimes d'actes de Dieu. Pour faire parallèle à l'IVAD, pour qu'il y ait l'indemnisation des victimes des actes criminels. Alors, on sait que pour les personnes qui ont eu un handicap parce qu'ils ont eu un accident d'automobile ou de travail ou d'un acte criminel, il y a une meilleure compensation. Une meilleure compensation, remplacement de revenus, quoique c'est fonction de revenus antérieurs, mais il y a aussi une beaucoup meilleure compensation des coûts pour combler, pour pallier le handicap. Et donc, il me semble qu'il faut revendiquer que ce soit le biais par les besoins spéciaux de l'aide sociale ou par un nouveau programme qui serait mon IVAD, de s'assurer que les gens aient accès aux mêmes services et aux mêmes compensations qu'on a au moins pour les accidents du travail et les accidents d'automobile. Une troisième possibilité, et il paraît que le rapport Godbout vient de le recommander aussi, c'est de convertir les crédits non remboursables pour personnes handicapées, il y en a un au fédéral et un au provincial, en crédits remboursables. Alors, pour la plupart des gens, ça ne ferait pas une très grosse différence parce que si vous avez assez de revenus, vous recevez déjà, ou vous pouvez les transférer soit à votre conjoint, soit aux parents, aux personnes avec lesquelles qui vous prennent en charge financièrement. Mais c'est une question d'abord d'autonomie et de reconnaissance que c'est la personne pour laquelle l'argent est accordé qui devrait le recevoir. Et entre le fédéral et le provincial, ensemble, je pense que ça vaut à peu près 3 500 $. Alors, ce serait déjà une amélioration. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les gouvernements utilisent ça, surtout le gouvernement provincial, pour couper le montant pour contrainte à l'emploi, contrainte sévère à l'emploi au niveau de l'aide sociale. Il faut que ce soit vraiment une augmentation du montant et ce ne serait pas très coûteux pour l'État, étant donné que de toute façon, une bonne partie des gens reçoivent déjà le montant sous forme d'une baisse des impôts. La dernière chose que j'ai à suggérer, et c'est inspiré des recherches que j'avais faites pour les proches aidants en Scandinavie, c'est l'approche au Danemark, c'est qu'ils sont réputés d'être le pays qui offre le plus de soins à domicile dans tout le monde. Et ce qu'ils font réellement, ce sont des résidences adaptées. Ils disent que toute personne a droit à un minimum de résidence qui serait normalement un appartement avec une chambre à coucher
et une salle de séjour avec cuisinette. Mais c'est concentré dans des résidences où c'est beaucoup plus facile de donner les autres services. Et aussi beaucoup plus facile de faire le transport adapté, parce que, par exemple, vous pouvez d'abord, vous pouvez offrir des activités de loisirs dans le centre, sans parler des cafétérias, les services de soins personnels, d'aide ménagère, etc., peuvent tous être concentrés à la même place. Et aussi, ce sont des logements qui sont accessibles en fauteuil, et ils peuvent être localisés de façon à accéder à d'autres services. Je suis en train de conclure. Finalement, un dernier élément, ce serait que dans les fournisseurs privés, que vous fassiez des activités, qu'un organisme comme le COFAN ou des autres fassent davantage de sensibilisation des fournisseurs privés. Par exemple, la téléphonie ou aux banques, pour demander soit que leurs services soient offerts gratuitement aux personnes handicapées, soit avec des rabais pour des services dont ils n'en ont pas besoin. Merci. Merci. Merci Véronique. Il y a peut-être 2-3 points. Moi, je suis sociologue de formation, donc je m'intéresse à d'autres dimensions. Je vais essayer de ne pas parler trop rapidement, parce que souvent, c'est mon problème avec l'entrepreneuriat. Il y a 2-3 dimensions que j'aimerais aborder par rapport à... il y a presque 20 ans, on a fait un premier travail avec mon collègue Patrick Fouché-Rolas, que vous connaissez déjà, par rapport à la même question, la même problématique sur les coûts spécifiques, des coûts supplémentaires. Quel élément de réponse on pouvait y apporter. Je suis retourné voir notre document 98 par rapport à ça. Puis il y a des éléments qui s'appliquent toujours. Il y a des choses qui sont tout à fait, on nous a présenté comme étant un peu irréalistes dans notre scénario 1. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé 3 scénarios de type de compensation, des coûts supplémentaires à l'intérieur de ça. Puis je pense qu'il y a des éléments qui sont importants en termes de principe. Puis je les ai repris sur ces dimensions-là, c'est une compensation qu'on veut universelle, qui est sans lien avec la cause, avec l'âge, avec le lieu de résidence également, en lien avec le revenu aussi. Par rapport au revenu, des pistes qu'on avait proposées, puis je pense que il y a des éléments, Mme Rose l'a abordé aussi, je pense qu'il y a des éléments qui sont un revenu de citoyenneté, un revenu qui assurerait la base, demeure encore un élément qui est à mettre de l'avant, à mon avis, par rapport à ça, en termes d'objectifs pour distinguer. Il y a différentes formules qui existent, qui ont été développées, qui ont été pensées, qui n'ont pas été nécessairement appliquées, mais qui peuvent permettre de couvrir l'aspect revenu aussi pour des volets. Distinguer le revenu et coûts supplémentaires. Ce volet-là, on donne une compensation parce que là, on nous amène dans des dimensions, dans notre contexte actuellement, où au Québec, généralement, on en tient moins compte de la dimension du revenu. Si vous allez en Ontario, par exemple, pour les aides techniques, les fauteuils roulants, il y a 50% du coût qui est à votre charge. Vous devez débourser pour le fauteuil roulant, par exemple, 50% des coûts. Vous allez me dire qu'il vous appartient, mais l'entretien est à vos frais après. C'est des choix qu'on fait. C'est des dimensions comme ça que j'aimerais sur lesquelles j'aimerais vous entretenir un petit peu aujourd'hui par rapport à ça. Vous allez me dire que c'est des principes, mais c'est des principes qui sont importants aussi. On parle de besoins spéciaux. On a cherché à éliminer ces concepts-là un petit peu plus parce que c'est un caractère plus stigmatisant aussi à cette dimension-là. C'est pas nécessairement spécial, c'est dans la perspective où ça découle du fait d'avoir des incapacités puis de vivre des situations de handicap par rapport à ça. Que d'autres personnes qui n'ont pas ces caractéristiques-là ne vivent pas. Mais ils sont spéciaux dans la mesure où ils nous permettent d'exercer le droit à l'égalité sur cette base-là. Donc, c'est pas un avantage. On revendique pas un avantage. C'est un élément essentiel pour pouvoir partir à l'aide de départ en même temps que tout le monde. C'est bien important de la façon de le présenter à ce moment-là. Il y a toute la notion, c'est des éléments que je trouve important, toute la notion d'équité. On aborde beaucoup d'égalité. Donc, l'équité horizontale, c'est comme c'est une forme d'égalité. Vous pouvez prendre l'exemple de l'allocation pour enfants handicapés, universelle, qui s'applique à toutes les familles qui ont des enfants, qui ont des incapacités à l'intérieur de ça. Il y a une équité qui est verticale, qui est d'une autre forme,
qui vise un transfert vers certains types d'approches plus ciblées, c'est-à-dire que tu pourrais avoir des riches vers les pauvres. On va identifier des groupes qui sont plus vulnérables. On va développer des mesures spécifiques avec ce que ça peut comporter aussi comme risque. C'est des possibilités qui existent par rapport à ça. Parce qu'on parle d'équité entre les groupes. Pour ça. Il y a un exemple qui me semblait intéressant du côté toujours de l'Angleterre. Je vais souvent voir ce qui se passe ailleurs pour amener des éléments pour voir comment on peut. Il y a un programme qui existe qui s'appelle le Personal Payment Independence Payment, le PIPS, qui vise à compenser une allocation mensuelle qui est donnée par rapport à certains coûts. On mesure assez subjectivement l'impact du handicap dans vos vies quotidiennes, dans deux dimensions, ce qu'on appelle les AVD, les AVQ, puis la mobilité. Il y a un niveau de compensation qui est donné, il y a un niveau standard, il y a un minimum qui pourrait être 54, par exemple, les derniers critères, c'était 54 livres par mois par rapport à ça. Le maximum étant 131, ça donne un montant à peu près de 8 000 $ par année, sont convertis en fonction des niveaux de besoins que les gens ont. Une façon de tenir compte des différences qui peuvent exister entre les situations. Lorsqu'on parle de situation de handicap, c'est un élément qui peut nous permettre de discuter, puis de voir de quelle manière. Mais c'est une allocation qui est gérée par l'équivalent de la Régie des rentes ici. Ça. Juste à 134 livres par mois, soit 8 000 $. Au total, pour l'année, si tu convertis, c'est le maximum qui est admissible. 134 livres, ça fait à peu près 160 $ fois 12 mois. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que c'est plus que 160 $. Pour l'avoir converti moi-même hier avec le truc, c'était le maximum. C'était arrivé à 8 000 $ maximum. Ça, c'était le plafond. C'est pas tant le montant, Olivier, que le mécanisme qui est là, qui est derrière ça, qui te permet de moduler en fonction de tes besoins, de ce que tu fais, puis ça touche un ensemble de vie, des dimensions quotidiennes. Puis c'est encore là, c'est les deux mêmes dimensions qu'on a identifiées. On parle des déplacements, puis on parle du domicile, des activités quotidiennes. Ici aussi, c'est ressorti comme dimension plus difficile. C'est là qu'il y a des coûts par rapport à ça. C'est ces deux volets-là qui ont été identifiés. C'est un exemple que je trouvais important par rapport à cette dimension-là. L'autre volet, on parle on n'est pas dans le régime d'assurance. On est dans un régime d'assistance, de solidarité, de compensation collective de ces coûts-là. C'est sûr que dans cette perspective-là, la logique, c'est pas celle de l'assurance. Celle de l'assurance, c'est de ramener à votre statut que vous aviez avant l'accident, compensé. La logique assistentielle de solidarité, c'est pas du tout ça. Il y a toujours un risque qu'il y ait des iniquités lorsqu'on parle de compenser dans cette perspective-là en fonction de différentes variables. Il y a différentes façons de faire. On peut avoir des équités qui sont intragroupes, intergroupes. Comment on peut distinguer à l'intérieur d'une même population, par exemple, l'ensemble des personnes qui ont des incapacités. À l'intérieur de ça, identifier des sous-groupes à l'intérieur qui permettent de cibler des groupes qui sont plus à risque, puis d'identifier, d'avoir des interventions qui sont plus spécifiques. On peut le faire intergroupe, c'est-à-dire entre les personnes qui ont des incapacités et, par exemple, la population qui est âgée aussi, où on a à déterminer certains modes d'intervention qui sont plus équitables aussi. Il y a différentes approches qu'on peut identifier pour voir. C'est toujours des choix. Ça reste toujours des choix qu'on a à faire en termes de politique. Et je pense que la perspective d'avoir une allocation, que ce soit crédit d'impôt remboursable ou une allocation, semble devenu intéressant. Dans plusieurs pays, on a développé ce type d'approche-là. Je pense qu'il est important, c'est aussi la façon de le nommer. Hein. C'est pas, faut pas que ce soit l'aide de dernier recours, mais ça serait une allocation d'autonomie. C'est parfois symbolique, mais je pense que c'est important. Ça permet de voir que c'est un élément qui fait la différence dans la vie quotidienne des gens aussi. Peut-être un point en terminant par rapport à tout ce qui est lié avec pauvreté puis absence de coût. Je pense que oui, c'est sûr qu'on est moins actif parce qu'on a. Mais il y a aussi toute une dimension qui est liée au rôle aussi. Il y a des gens on parle de plus de l'intériorisation d'un rôle. On va considérer comme étant normal qu'il y a telle chose que je ne peux pas faire parce que je suis handicapé, simplement. Cette variable-là fait partie aussi de ça. On la néglige souvent.
il y a comme une socialisation qui a été faite, puis que les gens ont accepté que c'était normal que la situation se produise parce que ça va de soi. Sur ces moyens-là. C'est pas tout le monde, mais c'est aussi répandu. C'est lié avec d'autres groupes aussi, on a le même phénomène. Je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue comme variable. C'est parfois difficile à documenter, mais ça fait partie aussi donc les gens ont accepté leur situation. Puis ils sont peut-être résignés dans certains cas. Je ne dis pas que c'est une attitude généralisée, mais ça fait partie de notre système aussi. Voilà. Moi, je suis bien contente que Mme Rose et M. Boucher aient parlé avant moi parce qu'ils ont plus de solutions que moi. Moi, j'ai cherché, je cherche encore. Mais je vais me contenter de dire 2-3 choses sur les questions posées. Effectivement, devant l'ampleur des coûts supplémentaires liés aux situations de handicap, c'est sûr que de façon réaliste, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire, les 2-3 choses les plus importantes à faire aujourd'hui. Et je pense qu'au moins rehausser l'ensemble des revenus par un crédit d'impôt qui soit accessible aux contribuables les moins nantis, c'est déjà la première chose qui me semble sortir du rapport qu'on a fait, le rapport d'enquête qui dit au moins les personnes les plus pauvres, s'il y avait accès à ce crédit d'impôt remboursable, là, qui deviendrait remboursable, ça serait déjà rehausser leurs revenus puis leur permettre d'améliorer leur situation. Mais ça, ce n'est que le début. Parce qu'effectivement, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de coupe ailleurs puis que ce crédit soit vraiment de l'argent neuf, comme on dit dans les milieux. Maintenant, du côté de tout ce qui a trait à la solidarité sociale, tout ce que j'ai entendu, moi, depuis 10-15 ans, c'est quand même, c'est multidimensionnel, puis ce qu'on donne à certains, il ne faut pas l'enlever à d'autres. J'ai souvent entendu, je pense que l'enjeu, c'est de donner suffisamment de fonds aux personnes qui ne travailleraient pas ou qui ne peuvent pas travailler sans empêcher les autres de travailler. Donc, du point de vue de l'assistance, c'est la grande question, c'est toujours de rehausser les niveaux d'aide, mais pas non plus abaisser les montants le montant maximal qu'on peut avoir quand on va travailler. Hein? Donc, c'est toute la portion de monter l'assistance, mais sans que ça devienne des désincitatifs pour toute autre forme de participation, notamment l'emploi. Ça, c'est flagrant. Il y a quelques années, l'Institut Howard de Toronto avait pensé à une beau régime universel de pension d'invalidité. Et il y avait eu beaucoup de discussions au sein des groupes de personnes handicapées, des associations, parce que ce programme-là disait « Ouais, mais il faut prouver qu'on ne pourra pas travailler jamais dans la vie. » Alors, je pense que c'est un enjeu réel qu'il faut discuter. Il faut trouver les bonnes solutions à cet enjeu réel, il me semble. Donc, de rehausser les montants d'assistance, mais en continuant d'encourager les gens, justement, à dire, ben moi, je suis capable de travailler, je suis capable d'aller à l'université, puis je suis capable de faire. Donc baissez pas le plafond que je peux aller retirer en allant travailler sur le marché du travail. L'autre chose qui est importante, à mon avis, puis je vais me contenter de dire ça pour finir, c'est toute l'idée de l'accès. Il y a tellement de programmes, puis c'est vrai qu'il y a plein de monde qui, ne sachant pas l'existence d'un programme, n'y a pas recours. Donc, faire un guichet unique, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est comment le faire, qui va le faire, puis qui est capable de le faire. Et je pense qu'on est rendu là. Il me semble que l'idée de guichet unique n'est pas nouvelle, mais le faire, c'est pas si facile que ça. Et même, je dirais que dans nos écoles de travail social, parce que moi, je suis dans une école de travail social à l'UQAM, j'ai l'impression que nos jeunes, nos futurs travailleurs sociaux sont quand même assez compartimentés. Mais pour faire des guichets uniques, il faut que quelqu'un soit au courant de pas mal d'affaires. Et il faut essayer d'ouvrir ça sur l'ensemble des domaines d'activité, des habitudes de vie, pour que l'instauration d'un guichet unique soit efficace. Ça, c'est un. Et deux,
l'instauration du guichet unique, s'il faut y apporter de la flexibilité, une certaine décentralisation régionale, il faut s'assurer aussi que ça corresponde quand même à des standards qui soient équitables d'une région à l'autre au Québec. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment se poser la question sur comment le faire, ce guichet unique-là. Guichet unique. On parle beaucoup de guichet unique au Québec. Hein? Ça semble être quelque chose. On avait un guichet unique à l'époque, vous souvenez-vous, qui s'appelait Office des personnes handicapées. Hein? Tout passait par l'Office à l'époque. Je ne dis pas que c'était pas bon, je dis juste qu'on a changé ça. Effectivement, est-ce qu'on a bien changé ça? La question, je pense en posant la question, je pense qu'on a la réponse. Un guichet unique d'information, c'est une chose, un guichet unique de service, c'en est une autre. Le fameux crédit d'impôt. On est tous contents, là. Ben, M. Godbout dit peut-être qu'on pourrait revoir le crédit d'impôt. On n'a pas de chiffre, mais en tout cas, c'est une chose qui est claire. J'espère qu'il ne donnera pas d'un bord pour prendre de l'autre bord. Ça, c'est s'il donne quelque chose. Mais je voulais juste vous partager quelque chose, parce que moi, j'ai appris quelque chose, moi, qui parle de crédit d'impôt remboursable depuis toujours, là. J'ai parlé à ma comptable, moi, l'autre jour. Elle dit, écoute, Richard va t'expliquer c'est quoi le crédit d'impôt non remboursable. Écoutez-moi bien. Au fédéral, en 2014, le crédit d'impôt pour handicapés, parce que là, je dis pour handicapés, parce que je suis pour une déficience grave, prolongée, sévère, mise en mine, c'était 7 666 $. Wow! Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas ce montant-là au complet. Mme Rose, elle m'écoute, peut-être qu'elle va m'en parler. Là, c'est là, je vais voir si j'ai un bon comptable ou pas. Il y a comme un calcul, que c'est soit 15, dépendamment des cas, là, pour le fédéral, c'est entre 12 et 15 % de ce montant-là qu'on doit prendre. 12 % au Québec, 15 % ailleurs. Et voilà. Alors, ça c'est pas tout à fait 5 000 $. Par mois, là, savez-vous comment ça fait, ça? 77,66 $ dans nos poches. Pour ceux qui l'ont. Il faut gagner, au fédéral, il faut gagner, je pense que c'est 19 000 pour l'avoir. Hein, c'est ça? Oui. Au provincial, c'est la même patente. On part de 2500, c'est 20 %. Ça fait 42,83 $ par mois. Il faut gagner 14 000 pour l'avoir. Alors ça, c'est la 6,49, mesdames et messieurs. Alors, vous savez que non seulement on revendique la COFAN de transformer le crédit d'impôt non remboursable en remboursable, mais on demande aussi une augmentation. Alors, comprenez là, que c'est... Moi, je pensais qu'on déduisait ça de mon montant, puis non, j'ai comme désenchanté un peu quand j'ai vu ça. J'ai dit, ouais, c'est moins payant que je pensais être handicapé, finalement. Et effectivement, depuis très longtemps, la COFAN, en des années 90, l'ARIPPH un peu plus tard, puis même notre bon ministre Blais, hein, qui fut un jour un chercheur universitaire, s'est penché sur toute la question de la compensation. Effectivement, si on convainc nous-mêmes, commencer, et les autres, ensuite, est-ce qu'il n'y aura pas tendance à à enlever, exemple, l'aspect contrainte sévère à l'emploi? Donc, est-ce qu'on va changer 4,30 sous pour une pièce? Les incitatifs au travail, oui. Alors, la pauvreté, c'est une chose. La compensation, quant à moi, ça en est une autre. Il faut essayer de voir comment on peut faire la différence entre les deux. Puis en même temps, nous, à la COFAN, il faut travailler sur la lutte à la pauvreté. Je ne dis pas indépendamment, mais dans une autre petite case à côté de la compensation. Dernière chose avant le break, je me demande depuis longtemps si on va être capable un jour de compenser vraiment, ou si on devrait éventuellement commencer à parler de dédommager, et la question des coûts supplémentaires versus les coûts généraux. Le danger que je vois avec ça, moi, c'est que lorsqu'on va éventuellement avancer, c'est que l'un déverse ses responsabilités sur l'autre. C'est-à-dire que les coûts spécifiques vont dire, regarde, t'as des coûts généraux, arrange-toi. Et ça, c'est pas tellement bon pour les services. Ça fait appel à une réflexion. Puis, quand on veut se comparer, il faut tout comparer. Puis ça, l'Ontario, effectivement, il paye la moitié de leurs affaires. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? En France, ça a l'air que la France, c'est le Pérou aussi, là, selon certains.